Salut Thierry, quel est ton parcours? Chers collègues, depuis que j'ai 50 ans, je me focalise sur la médecine manuelle ostéopathique et sportive. Et c'est quand j'étais médecin militaire que j'ai développé la BCI manuelle kinésiologie. La dialyse manuelle, c'est quoi? Un de nos buts principaux est de briser les adhérences excessives des fasciales musculaires, comme du ligamentaire, des nerfs et des vaisseaux, afin de redonner la mobilité à ces structures, pour qu'elles redeviennent mobiles et indolores. Il y a un petit exemple pour illustrer tes propos. Le plus simple, c'est le syndrome du canal carpien, où le nerf médian est collé et emprisonné sous le rétinaculum carpe, et en tendons fléchisseurs des doigts, la dialyse manuelle va restaurer son glissement de telle manière que lors de la contraction des fléchisseurs des doigts, il puisse à nouveau replonger dans son espace libre et rester protégé de la compression douloureuse. Et quelles sont les principales indications? Et pour les rachialgies? La dialyse manuelle est très efficace dans les pathologies périphériques de l'appareil locomoteur qui ne sont pas au stade chirurgical. Par exemple, dans l'épipalgie, l'égonalgie, la cheville douloureuse et les pieds douloureux, l'épicondyalgie latérale et confis rotateur. Quant aux rachialgies, le bénéfice est moins évident, bien que les résultats soient prometteurs depuis qu'on insiste un peu plus sur les multifiles. Quelles sont les contre-indications de la dialyse manuelle dynamique? On évitera d'appliquer la dialyse en regard de tissus fragilisés, d'artères à risque. Quant aux déchirures, hématomes frais ou toutes les inflammations, on ne peut l'utiliser qu'à titre de drainage. Qu'est-ce qui différencie la dialyse manuelle des autres thérapies manuelles? C'est une façon d'utiliser l'échographie dynamique qui donne notre originalité. Car ça en vérifie l'efficacité de nos manipulations après les avoir guidées. Et c'est pour mes études sur le coude et le genou que j'ai fait appel au radiologue Jean-Pierre Jourdan pour échographier une manipulation réussie de suite avant et tout de suite après. Concrètement, ça donne quoi? Petit à petit, j'ai corrélé les résultats de la dialyse manuelle aux améliorations des images échographiques. Et j'en ai déduit des tests cliniques inédits pour diagnostiquer 4 types de dysfonctions accessibles aux thérapies manuelles. Quels sont les 4 types de dysfonctions? Attention, ces dysfonctions ne sont visibles en échographie dynamique que si on cherche à mobiliser ces structures entre elles. On a commencé par confirmer la réalité des adhérences entre les fascias profonds. Quelle est la deuxième dysfonction? Puis on a vu que des piégeages capsulaires, c'est-à-dire des replis de membranes synoviales pouvaient se coincer dans l'articulation, mais uniquement dans certaines positions. Et la troisième dysfonction, c'est quoi? Ensuite, on a remarqué que les ménisques pouvaient se subluxer, mais là aussi que dans certaines positions et devenir pathologiques. Quatrième, c'est quoi? Les dysfonctions articulaires comme la fibulate, on n'a pas parlé. Pourquoi? Si j'ai les critères diagnostiques cliniques et radiologiques, au niveau échoscopique, on est en pleine recherche. On est en train de trouver des signes diagnostiques échoscopiques et ils ne sont pas encore validés. Pourquoi les adhérences sont-elles si fréquentes aujourd'hui? Je sais pas, je suppose que c'est l'évolution naturelle du corps humain fatigué, donc le potentiel est mal exploité.
prétexte à l'origine de production excessive de collagène responsable d'adhérences pathologiques, comme les contractures violentes ou chroniques ou les microsaignements. Ils surviennent par les traumatismes aigus, les surmenages mécaniques, l'immobilisation, la sédentarité. Et en plus, même la mauvaise alimentation et les stress émotionnels favorisent la création d'adhérences. Ok docteur, et quels sont les effets biomécaniques? Les bénéfices mécaniques, puis biochimiques et histologiques permettent de récupérer une bonne mobilité antalgique. Grâce à la restauration des glissements, le recentrage articulaire et la libération des nerfs nocicepteurs. Puis dans les 3 jours, on gagne en fluidité grâce à l'apport d'eau-fraîche plasmatique et de lubrifiants comme l'acide hyaluronique. À 6 semaines de séance plus de l'auto-ostéopathie, on bénéficie d'une régénération des tissus faciaux, musculaires, nerveux et immunitaires. Et dans les 6 mois avec du sport, on peut espérer récupérer une bonne morphologie des fascias et d'inverser l'infiltration graisseuse et l'atrophie musculaire. Est-ce que l'échoscopie est nécessaire pour pratiquer la désiolite manuelle? Alors, la pratique quotidienne, c'est pas nécessaire. C'est pour les formations, c'est un outil pédagogique fabuleux. Parce qu'il y a des clics que de voir une adhérence ou un piégeage qui se fait en live sous nos yeux, en même temps que l'amélioration immédiate des symptômes. Est-ce que la désiolite manuelle dynamique c'est difficile à pratiquer? Au début, la désiolite manuelle peut être difficile à pratiquer parce on craint de faire mal inutilement au patient. La désiolite manuelle est souvent douloureuse, surtout quand les adhérences sont anciennes et bourrées de nocicepteurs fonctionnels. Heureusement, l'antalgie et la récupération fonctionnelle sont rapides et nous rassurent. De toute façon, c'est lors des formations qu'on apprend à dépasser cette barrière mentale. En éducation thérapeutique, parle-moi de l'auto-adhésiolyse. L'homéopathie est enseignée aux patients de reprendre la main. Il associe l'automobilisation de l'articulation souffrante à une auto-adhésiolyse précise manuelle, voire instrumentale pour les zones inaccessibles. Et ça consolide le résultat et ça limitera les rechutes. Chers collègues, je vous invite à surtout pas me croire sur parole. Plutôt tester un jour par vous-même. Je te remercie Thierry, à bientôt.